pourquoi est-ce que tu trouves ça exagéré quand on te félicite pour un travail qui t'a demandé peu d'efforts ? Je pense que c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous, où on va faire un travail pour un client, ou même pas forcément professionnellement, on va faire quelque chose qui est tout à fait dans nos cordes, et puis on va nous remercier de manière assez marquée, on va nous féliciter pour le résultat, et on se dit, ou on dit à haute voix, c'était pas grand-chose. Comme si finalement, on ne trouvait pas justifié qu'on nous fasse autant de louanges pour quelque chose qui nous a demandé aussi peu d'efforts. On peut même avoir l'impression que ces compliments, qui sont une forme de récompense pour beaucoup de gens, sont un peu volés, que vraiment on ne mérite pas. Et ça remonte généralement à loin, puisque la glorification de l'effort, au-delà du fait qu'elle soit omniprésente dans la société et dans le monde de la performance, en fait, depuis qu'on est à l'école, on nous explique que ce qui est important, c'est de faire des efforts. Et par exemple, sur les notations scolaires, alors on sait que ça a évolué depuis ces dernières dizaines d'années. On dit qu'il faut plus seulement regarder les notes, mais ce qu'il faut valoriser, c'est pas seulement la note, c'est l'effort fourni. Alors je dis pas que c'est pas bien d'un petit peu élargir les options, mais malgré tout, c'est toujours une manière d'expliquer que ce qui compte, c'est de faire des efforts et d'aller dans un certain niveau de difficulté. Et il y a quelque chose qu'une cliente m'a dit récemment qui m'a fait tilter. Elle m'expliquait pourquoi elle avait autant de mal à être autre chose que perfectionniste. Elle me disait, mais rends-toi compte, Laure, même à l'école, quand il y avait les appréciations, assez bien, c'était moins bien que bien. C'est-à-dire que dans les notations, il y avait passable, assez bien, bien, très bien. Et le but à atteindre, c'était très bien. Et c'est vrai que c'est assez fou quand on y pense, parce que ça veut dire que ce qui est assez, ce qui est suffisant, qui par définition, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est inférieur dans notre esprit à quelque chose qui est bien. C'est quand même dingue. Ça devrait être des synonymes en fait, bien et assez bien. Mais le système scolaire et tout ce qu'on a entendu nous font comprendre que faire ce qu'il suffit, c'est pas suffisant. Ça veut littéralement dire une chose et son contraire. Et donc forcément, quand on fait un travail qui ne nous demande pas d'effort, on peut avoir cette sensation que si ça ne nous a pas demandé d'effort, c'est donc que ce n'était même pas assez bien, c'est pas suffisant, et donc il faut toujours continuer. Et c'est le moment pour moi de rappeler un petit peu comment ça fonctionne la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui a un rôle super important, puisque c'est elle qui nous préserve, en gros, pour schématiser, qui nous évite de faire ou de refaire des bêtises qui pourraient nous faire rejeter par les autres. Et donc le rôle de la culpabilité, c'est que quand on fait une action ou quand on imagine faire une action qui pourrait ne pas être en cohérence avec les croyances qu'on a intégrées comme les bonnes règles de vie en communauté, eh bien c'est une émotion, comme la honte d'ailleurs, qui se déclenche avec des sensations très désagréables pour nous éviter d'y retourner. Donc c'est très important dans notre processus d'apprentissage, notamment quand on est enfant, même si le but c'est pas de faire culpabiliser les enfants, mais dans le fonctionnement physiologique de l'être humain, le rôle de la culpabilité, c'est faire en sorte qu'on ne retourne pas vers quelque chose. Le problème étant qu'aujourd'hui, on a tendance à faire culpabiliser les gens, enfants comme adultes, pour des choses qui, en réalité, ne sont pas très graves. Donc, par exemple, faire culpabiliser les gens parce qu'ils ont fait assez bien, qu'ils ont répondu aux attentes, qu'ils ont fait un travail satisfaisant, c'est de la connerie. En attendant, les injonctions sociétales et cette obsession de la performance et de l'idée qu'il faut toujours donner le maximum au-delà des attentes, ça déclenche de la culpabilité. Et donc ça amène à des comportements qui font que même quand on nous félicite pour des choses qu'on a bien fait, donc d'une part on culpabilise un peu pour rien, puisque finalement les gens, quand ils nous félicitent pour ça, ça ne parle que d'eux. En général, ils vont nous féliciter pour des choses où ils se disent « Waouh, si moi j'avais dû le faire, ça aurait été beaucoup plus dur » ou « Moi, je ne serais pas capable de le faire ». Et puis, ils n'imaginent pas particulièrement que ça nous a demandé des efforts. Et si c'est des clients, par exemple, ils vont même probablement se dire qu'a priori, si on a choisi de faire ce taf-là, c'est qu'on arrive à le faire assez facilement. Donc vraiment, ça ne dit rien de leur jugement envers nous. Ils disent toujours ça par rapport à ce que ça leur apporte ou par rapport à ce que ça leur aurait coûté à eux. Ils ne se posent pas trop de questions sur ce que ça nous a coûté réellement. Mais ça va déclencher cette sensation
de culpabilité. Et ça, souvent, c'est ce qui va amener bien des gens à se dire, si je reçois des félicitations finalement pour des choses qui m'ont demandé peu d'efforts, pour enlever cette culpabilité, pour combler ce gap, c'est là qu'on va avoir tendance à surdélivrer. Non pas parce que ce sont les attentes, mais parce que on veut combler ce gap et on se dit, moi je veux bien être récompensé, je veux bien être félicité, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça soit pour quelque chose qui m'a demandé vraiment du temps, de l'énergie, de l'effort. Et c'est là qu'on va se retrouver à surdélivrer, alors que c'est pas ce qu'on nous demande. Et le résultat de ça, c'est que, pas de manière pas rare, mais assez fréquente, il y a des gens qui vont finir par se cramer, encore une fois, alors que pour les autres, pour leurs clients, ce qu'ils faisaient jusque-là était déjà assez, était déjà suffisant. Donc, on a tout un réapprentissage à faire pour se retrouver à l'aise et petit à petit faire évoluer nos croyances pour se contenter de faire assez, pour se contenter de répondre aux attentes. Et même quand on se dit, moi j'aimerais bien me différencier en faisant un peu l'extra mile, ce petit truc en plus que mes concurrents ne font pas, mais qui va faire la différence, on peut aller chercher cet extra mile dans quelque chose qui ne nous demande pas d'effort, qui nous demande peu de temps, mais qui va avoir beaucoup de valeur pour nos clients. C'est-à-dire que si on a envie de se distinguer comme ça, on peut, mais la mauvaise idée, c'est d'aller le faire sur quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Comment commencer à faire évoluer un peu ses croyances ? Si tu commences à explorer ce qui est dans ta zone de confort, donc typiquement une zone dans laquelle tu vas pouvoir faire des choses sans anxiété, sans qu'elles te demandent particulièrement d'efforts, avec facilité et un bon résultat. Quand tu explores ce que tu as, il y a une dimension notamment autour de tes talents qui est très intéressante pour faire évoluer ses croyances parce que trouver ses talents seuls, c'est souvent difficile. Et donc, on va avoir besoin de s'appuyer un petit peu sur le regard des autres, qu'est-ce qu'ils trouvent de particulièrement bien fait dans ce qu'on fait, et puis après, évidemment, de checker si ce sont bien des choses qu'on fait sans effort. Et ce processus-là, que moi je recommande, d'aller s'appuyer sur d'autres personnes, que ce soit des clients, d'anciens collègues, des partenaires, enfin des gens qui nous voient évoluer professionnellement, ça nous permet aussi de se rendre compte, à force de l'entendre, à quel point, oui, des choses qui sont faciles pour nous ont de la valeur pour les autres. Et à force de l'entendre, ça permet aussi de se dire, mais voilà, a priori, c'est facile pour moi, ok, j'ai l'impression de ne pas mériter, mais vraiment pour les autres, c'est quelque chose qui leur semble important. Et de se confronter en fait de manière consciente à ces paroles des autres, petit à petit, ça fait switcher. C'est pas la seule option, il y a énormément de choses à déconstruire, mais c'est une première piste que je te recommande. Et si jamais tu veux d'ailleurs avoir tout un kit, un guide qui te dit étape par étape comment aller explorer ta zone de confort, je te renvoie vers la description de cet épisode puisque c'est disponible déjà à petit prix et tu vas voir qu'il y a bien d'autres dimensions que tes talents à aller explorer et c'est passionnant, ça peut te faire un bon projet pour les prochaines semaines. C'est imprimable, tu n'as même pas besoin d'être devant un écran et tu vas voir que tu vas en ressortir avec beaucoup de clarté sur ce que tu es capable de faire de manière suffisante, mais qui, pour les autres, paraîtra extraordinaire. Et puis, si jamais c'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner à ce podcast et si tu veux encore plus de contenu sur le slowpreneuriat et la robustesse des indépendants, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Le lien est également dans la description. À très vite!